Bonjour à tous, bienvenue sur le site de la Nouvelle Factory. Aujourd'hui, nous avons l'honneur non pas d'accueillir, mais Patrick de Foréau nous accueille chez lui dans sa maison, dans son atelier. Et donc, nous allons découvrir son univers avec lui. Donc, bonjour Patrick de Foréau. Bonjour Sylvain, Merci de nous merci de accueillir. ta visite. Voilà. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Alors, en quelques mots, ça va être un peu long, hein. Ça va être un peu plus que quelques mots. Quelques mots plus. Quelques mots. Alors, d'où je viens exactement je suis né en Algérie parce que mon père était marin militaire et il a été muté à Brest quelques mois après ma naissance. Donc, j'ai vécu à Brest, c'est important de le signaler, D'accord. jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après, mon père a quitté l'armée et on est parti loin dans la Marne. Ça a été un traumatisme pour nous tous de perdre la mer, de perdre Brest, de perdre cet environnement magnifique. Donc ça m'a beaucoup affecté. Mes racines sont ici, pas dans la Marne, pas en Algérie, mais sont vraiment ici. Et en fait, depuis que je suis enfant ici, j'ai toujours dessiné et peint, et puis touché un peu à tout. À l'école Jean Massé à Brest, c'était primaire, je pense. Je repoussais de l'aluminium. Enfin, c'était on avait ces cours là avec un brunissoir. On dessinait des choses au brunissoir. Un jour est arrivée la date fatidique du bac. Et mes parents, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comme j'étais nul en maths, j'étais nul à peu près, enfin, j'étais nul à l'école, tout court, hein, un peu partout, sauf en dessin. Donc, j'étais aux Beaux-Arts. Voilà, j'étais aux Beaux-Arts à Reims. Et je pensais que les Beaux-Arts étaient les Beaux-Arts comme il y a encore un siècle et demi. Et en fait, non, c'est une école d'art conceptuel, on va dire, maintenant. Et comme je suis un peintre et un sculpteur classique, ça m'allait pas du tout. Donc, j'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un qui avait fait une école de design industriel et je me suis rendu compte qu'en fait, ce métier m'allait parfaitement parce qu'il me permettait de m'exprimer artistiquement parlant et d'avoir une vie à peu près normale, pas une vie de déchéance. Parce qu'au départ, tu t'imaginais dans les je voulais les pas grands habits, les peintres. Non, pas les grands habits, mais je Vinci. voulais de la peinture classique. Je sais pas, enfin, tout ça c'est lié à une notion d'esthétique et de beau, qui est une forme de quête. C'est pas un absolu, mais c'est une forme de quête chez moi, oui. J'ai exercé le métier de designer pendant à peu près 30 ans. J'ai fait aussi beaucoup de reportages photos, notamment en Afrique, pour une société qui vend des épices. Puis il y a 6 ans, Covid, société pour laquelle je bossais a profité des aides de l'État pour vider certains employés, les vieux et les plus jeunes. Donc moi je faisais partie des vieux déjà. Et donc on m'a dit me prenez un petit chèque et puis au revoir. Puis là je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas à Paris? Qu'est-ce que tu vas? Et puis en fait toutes les planètes se sont alignées. Il se trouve que mes frères et sœurs voulaient vendre la maison ici parce que plus personne n'y venait. Moi, j'ai dit OK et je viens vivre ici et je fais une croix sur mon métier de designer, je fais une croix sur le salariat et je vais me démerder pour sculpter et peindre. Et comme je sais que je vais pas en vivre tout de suite, je vais faire des petits boulots à côté. Je fais des travaux, des placos, de la peinture, un peu de tout. Mais au moins, je suis libre et ça me permet de vivre ici tranquille. Donc, ma question suivante, c'est, Patrick, comment tu as découvert cet art? Donc, tu as déjà répondu, en fait. Comment j'ai découvert ma question? Ouais, en fait, c'est un peu comme si tu naissais avec 3 jambes ou avec une jambe. Ouais. En fait, tu parles aux gens qui ont des handicaps comme ça. En fait, ils ont toujours vécu comme ça, donc pour eux, c'est normal. Et moi, j'ai toujours peint, j'ai toujours modelé. Après, je me suis essayé, j'ai acheté des gouges, j'ai sculpté du bois. Enfin, je touchais à tout, tu vois. Et c'était naturel. C'était aussi un moyen d'expression pour fuir certaines choses. Dans ma famille où mon père écoutait de la musique classique à tue-tête toute la journée, c'était effrayant, quoi. C'était et donc normalement c'est les enfants qui écoutent de la musique à tue-tête. Ouais, alors c'était et donc je peux plus écouter de classique, c'est triste, hein, parce que en fait c'est insupportable. Et donc je fermais la porte de ma chambre et puis là j'avais mes outils, mes trucs, je modelais, je peignais, mais c'était complètement naturel. C'est ce que tous les artistes qui ont 40, 60, 70 ans cherchent à faire, c'est retrouver ce naturel-là qui est pas simple du tout, parce qu'on a tout le temps tendance à vouloir bien faire, à réfléchir, à vouloir mettre des tas de choses dans sa peinture, dans sa sculpture. Et en fait, c'est quand on réfléchit pas que c'est mieux. Voilà. Donc toi, ça a été vraiment le déclic à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est venu progressivement, naturellement. Hein. Je me rappelle enfant pour apprendre à dessiner, de copier des Picsou, des trucs comme ça. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Et puis après,
c'est en regardant la mer, en peignant les bateaux, les chapelles, dans le coin. C'est le dessin, la sculpture, enfin toute forme d'art, c'est 90 voire 95% d'observation. Est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, une journée type quand tu peins ou quand tu sculptes? Parce qu'on sait que après, tu sculptes. J'ai pas de journée type, comme j'ai pas d'atelier où je peux laisser mon bordel toute la journée. Là, j'ai la table qui est ici, là, c'est ma table de salle à manger. Donc, elle n'est pas arrangée, on voilà. est arrivé, elle était comme ça. Là, c'est très bien rangé, mais parfois, quand je suis dans une phase de peinture, je suis obligé de pousser pour me mettre une assiette pour pouvoir déjeuner parce que j'ai plus de place. C'est rempli de bazar, voilà. Ça vit. Voilà, ça vit. Et puis, quand je sculpte, je suis plutôt de l'autre côté avec ma terre. Et la grosse différence qu'il y a entre la peinture et la terre, c'est que la peinture, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je suis obligé de faire une pause. C'est à peu près pareil pour tous les peintres, en général. C'est assez fatigant. Voilà. Alors que la sculpture, je pourrais ne pas déjeuner et sculpter toute la journée sans m'arrêter. Il y a un côté très 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 relaxant, on pourrait même aller jusqu'à dire métaphysique avec la terre. Enfin, il y a un lien. Voilà, c'est sensuel. Ouais, c'est hyper sensuel. Ouais. Et que j'ai pas avec la peinture. Quand je fais de la peinture automatique, je disparais complètement dedans, mais c'est un voyage fatigant. Mais c'est un bonheur. Hein. J'imagine. Ouais. Et donc, quelles sont tes plus grandes inspirations, des artistes, des expériences les voyages, par exemple. Les voyages, oui, mais ce sont les voyages qui nous forgent, qui nous forment. Mais j'ai pas d'inspiration réelle, c'est-à-dire que je vais pas revenir d'un voyage en me disant tiens, j'ai vu ça, je vais faire ci, je vais récupérer ce motif ou jamais, non. C'est la vie qui nous façonne. Enfin, moi, en tout cas, ça me façonne. Mais j'ai pas de lecture ou de peinture. En revanche, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Quand je peins des paysages à l'huile, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui me disent tiens, c'est dingue, l'atmosphère, on dirait du Dali. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai des choses comme ça qui viennent, qu'on me répète plusieurs fois. Donc je me dis, il y a un truc. Voilà. Puis après, j'étais regardé dans la vie de Dali et je me rends compte qu'il y a des similitudes avec ma vie, dans son histoire familiale. Donc il y a des trucs qui sont assez étonnants. C'est rigolo, je fais une parenthèse, en fait tous les artistes que j'ai interviewés pour l'instant, tous me parlent de Dali. Ouais, ça a vraiment été un artiste qui a influencé énormément d'artistes. Ouais. Question suivante, c'est tu travailles avec quel type de technique, par exemple en peinture et en sculpture Un jour, je sais plus si c'est mes parents on m'a offert une boîte d'aquarelle. Et en fait, j'ai travaillé à l'eau. Alors, donc, aquarelle ou gouache diluée ou acrylique dilué, mais toujours l'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Et je me souviens que j'ai reçu aussi une boîte de peinture à l'huile, le Franc-Bourgeois, quand j'avais 16 ans ou un truc comme ça, avec une petite toile. Et je me suis dit, comme Picsou, je vais copier pour comprendre. Voilà. Et là, je sais plus quel était l'impressionniste. C'était des glycines. On retrouvera facilement. Hein. Et c'était atroce ce que j'ai fait. J'étais furieux. Et en fait, je comprenais pas la matière. J'arrivais pas à la manœuvrer. J'arrivais pas à comprendre. Les couleurs étaient trop fortes, à l'aquarelle, j'avais aucun problème. C'était hyper naturel. Et j'étais furieux. Et du coup, j'ai essayé 4-5 fois et j'ai rangé ma boîte. J'ai terminé. Je ne veux plus jamais. Et je m'y suis remis. L'histoire est assez drôle. C'est qu'en fait, j'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années. Et il était à Plougon-20 dans une maison de repos de fin de vie. Et pour remercier la chef de service, qui était une femme exceptionnelle, qui est toujours exceptionnelle, qui est toujours chef de service là-bas, je lui ai offert une petite aquarelle du coin. Mais elle m'a dit c'est rigolo, je me mets à peindre aussi, moi. J'ai dit ah bon? On me dit oui, je vais faire du modèle vivant à Saint-Jean-du-Doigt. Je dis ah bon, mais c'est où? Ça m'intéresse. Il dit c'est Ricardo Cavallo, qui est un peintre argentin, en fait très 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 connu. Qui organise des centres de modèles vivants tous les jeudis, je crois, puis samedi, un truc comme ça. Et donc, elle m'a fait inviter là-bas. Et Ricardo me donne une petite palette avec de la peinture à l'huile et un bout de papier, puis vas-y. Et puis c'est comme ça que j'ai recommencé l'huile. Voilà. Donc après, maintenant je mixe un peu tout. Quand je fais de la peinture automatique, en fait, je vais regarder dans ce que j'appelle des tâches, c'est-à-dire les fonds que j'ai fait, ou même quand il s'agit du modèle vivant, sur une épaule ou je vais voir un animal, je vais voir un chiffre. Donc tu commences par une ébauche. J'ai toujours un modèle vivant à la base. À la base, et toujours. Puis après, quand tu rentres chez toi, tu dis tiens, ça, voilà. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et là, je regarde et puis je vois des tas de choses. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est comme un puzzle inversé, c'est-à-dire que
Si je vois un animal, je vais le souligner. Et je vais pas dire que c'est l'animal qui me suggère d'utiliser plutôt de l'encre ou plutôt du graphite ou plutôt, mais ça sort tout seul. Je réfléchis pas. Pourquoi je vais utiliser tel média plutôt qu'un autre? Voilà, je vais dessiner l'éléphant. Et le fait de dessiner l'éléphant va créer un vide à côté. Et petit à petit, ce vide va se remplir avec autre chose. Et en fait, c'est vraiment comme un puzzle qui se crée et sans aucune réflexion. Donc j'utilise tout ce qui me passe sous la main et qui peut correspondre à mon instinct, à ce que me dicte mon instinct. Tu nous parlais donc des techniques, donc tu as répondu en même temps en disant qu'est-ce qui t'attire. Donc la sculpture est quelque chose qui est moins fatigant pour toi, C'est hyper détendant. C'est hyper détendant. Donc là, tu peux passer tes journées, quoi. Ah oui, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'art-thérapie avec la terre. Beaucoup de modelage. Et puis, quand je travaille la terre pour donner naissance à un visage, parce que c'est ça que je cherche, en fait, je ne réfléchis pas, je n'ai pas une photo, je n'ai pas le dessin de quelqu'un que je dois reproduire. Ah non, tu travailles carrément le visage, c'est tu le crées comme ça. Sans modèle. Sans aucun modèle. Et je ne cherche pas à faire un visage, ça ressemble à un humain, bien sûr, mais bien sûr qu'il peut y avoir une oreille trop grande, un nez trop petit, des yeux trop rapprochés. Je m'en fous. Je cherche pas à ce que ce soit vraisemblable. Voilà, c'est mes mains qui vont toutes seules. Je peux commencer le matin et au bout de 2-3 heures me dire, ça va être un homme. Bon, et puis à la fin de la journée, non, ça va être une femme. Et puis le lendemain matin, je recommence, puis c'est un homme. Et voilà, et là je me bats, parce que parfois il y a un moment où je dis bon, ça y est, j'ai compris, cette fois-ci c'est un homme. Et donc je vais faire en sorte d'affirmer l'homme. Et puis je fais certaines choses qui font que ça rebascule femme. Voilà. Voilà, donc je cherche pas à maîtriser, ça vient comme ça vient. Donc en fait, pour toi, donc l'art c'est un véritable défi pour obtenir ce que tu veux. Non, c'est pas un défi, ce serait plus un jeu d'ailleurs qu'avec. D'accord. Ouais, c'est un grand plaisir avant tout. Hein. C'est un vrai. Je suis un hédoniste, donc moi j'ai besoin de me faire plaisir. Et le grand moment en sculpture, c'est une fois que j'ai bien ébauché, presque terminé la forme générale, je vais donner vie entre guillemets au visage en créant les yeux. Voilà. C'est à partir du moment où je mets les pupilles que le visage s'incarne et que là il y a une émotion qui vient et que j'ai pas cherché avant. En fait, parfois, je peux tomber sur un visage qui est en colère ou un visage triste ou un visage gai, mais je le maîtrise pas du tout. Hein. Ça, et j'ai pas envie de le maîtriser. Sinon, je ferais de la reproduction. Je prendrais une photo puis je chercherais à reproduire quelque chose. Et quel était le moment le plus difficile pour toi dans toutes tes créations un moment qui t'a marqué ou... Le jour où on m'a offert la boîte de peinture à l'huile, où j'étais vert de rage de pas y arriver et de pas comprendre. J'étais dans un échec total. Ah oui, ça c'était le plus dur. Ah ouais, c'est vraiment le plus dur. Non, j'ai pas de moment difficile, sinon tout est bonheur. Ouais, super. Donc à l'inverse, Patrick, est-ce que tu as un projet, quelque chose ou une œuvre dans laquelle tu es particulièrement fier et qui n'était pas avec des gouaches? Waouh, de l'huile, tu veux dire? De l'huile, ouais. Je dois avoir, je sais pas, 16-17 ans et je peins cette chapelle et là il y a le boulangers il y a un des boulangers de Plougarneau qui passe et qui me dit vous la vendez? Je dis bah oui. Et il me dit combien? Je crois qu'à l'époque c'était 500 francs. Ouais. Et il sort une liasse de billets de sa poche, il me donne 500 balles et puis il part avec. Et j'étais scotché, il dit en fait c'est là où mes parents se sont mariés. Voilà. Ah. C'était la première vente que je faisais. Ah oui, c'est fantastique ça. Après, bon, bien sûr, les expos comme à la Factory, bien sûr, je suis très fier. Vous m'accueillez en plus super gentiment. Donc bien sûr, mais je crois que ce truc-là, ça m'a marqué. Ouais. Selon toi, quel est le rôle de l'art aujourd'hui dans notre société? Alors, je vais pas parler du rôle de l'art parce que j'en serais incapable. Je cherche à créer une émotion chez les gens. Si je peux leur faire plaisir, c'est encore mieux. Mais l'art dans la société, je disais tout à l'heure, c'est conceptuel maintenant, c'est très politisé, voilà. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc moi, je cherche à créer une émotion, à ce que les gens aient envie de mettre un tableau ou une sculpture chez eux parce que ça leur plaît. Voilà. Il n'y a pas de message derrière, il n'y a pas de revendication. Voilà, c'est pas du tout mon objet. Et donc, comment vois-tu l'évolution de l'art par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à l'IA, par rapport à
Ça me laisse froid. Bien sûr, il y a des tas de gens qui s'engouffrent dedans, qui font des trucs sûrement très bien. Mais encore une fois, c'est techno. Moi, je suis classique, donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer, par exemple? Il faut y croire. Il faut croire en soi. C'est la base de tout. Et puis travailler. C'est ce que nous disait Mimi Rose, il faut travailler. Oui, j'ai vu, ouais. Travailler et observer. C'est étonnant comme mes filles sont toutes les deux designers, ont un œil artistique, mais quand je me promène avec elles dans les bois, parfois je leur dis, oh, vous avez vu ça, En fait, je regarde beaucoup plus, elles ne voient pas. Et en fait, à force de regarder, on voit des tonnes de choses que les gens ne voient pas. Du coup, mais même sans écran, il faut apprendre à regarder. Ouais, c'est vrai. Observer, c'est pas que les yeux, c'est entendre, et on comprend mieux les choses, on comprend mieux les gens quand on observe. Donc là, actuellement, tu exposes encore jusqu'au mois de mars à la Nouvelle Factory. Exactement. Et ton expérience, ton ressenti par rapport à tout ça, c'est... Grand merci à Nouvelle Factory de m'accueillir jusqu'à mars, là. Avec pas mal de gens au vernissage. Après, j'étais pas là tous les jours, donc je peux pas trop parler des visites successives. Puis un public intéressé, qui posait des questions. Donc c'était vraiment des moments très intéressants. C'est vrai, c'est quelque chose, on essaie d'attirer les gens, et comme je le répète à chaque fois, donc il faut aller voir les expositions, la plupart sont gratuites, venez à la Nouvelle Factory. Donc si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez toujours aller sur notre site nouvelle-factory.com, et dans lequel vous allez retrouver la plupart des œuvres de Patrick. Et puis après, donc, il faut, comme tu dis, il faut aller voir, il faut regarder, quoi. Il faut oser poser des questions aux artistes, parce que souvent les gens sont impressionnés, ils se disent, oh, mais qu'est-ce que je vais dire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il faut, on est là pour répondre aussi, pour expliquer notre travail, et donc c'est important on n'est pas là pour critiquer les gens, c'est au contraire. Hein. C'est aussi la démarche, pourquoi on a fait cette chaîne YouTube, c'est un peu aussi pour faire comprendre comment les artistes ressentent, comment ils vivent, comment ils sont. Et puis donc aujourd'hui, on a la chance d'être chez toi dans ton atelier. Après, on va faire un petit tour ensemble pour visiter. On va rentrer dans les secrets. Voilà. Et sinon, pour terminer, tu as un livre, une expo, quelque chose à nous... quelque chose que tu as même passé que... Ah non, si, j'ai un film que j'ai vu... il y a un lien avec l'art, bien sûr, mais c'est très romancé, mais c'est un très beau film qui s'appelle La Venue de l'avenir. C'est le dernier film de Clapiche qui est sorti en juillet dernier, qui est un très beau film. Ah, c'est pas celui où ils sont dans le passé, ils reviennent dans le futur. Si, c'est ça. Et puis là, ils comprennent pas. Oui, je l'ai pas vu. Très beau film. Ouais. Donc, très beau film. Et bien sûr, il y a un lien avec l'art. Je dis rien parce que voilà. Je vais pas spoiler comme on dit maintenant. Ok. Bon, super. Bon, merci Patrick. C'est moi qui te remercie de ton accueil. Donc, on va aller voir un peu tes œuvres pour continuer sur le fil de l'interview, et tu pourras nous présenter donc en avant-première. Voilà. Donc, merci à tous, et puis à très bientôt, et on continue, on change de pièce. Merci. Merci.